Bonjour. Maintenant, je passe au point suivant de notre cours. On va parler maintenant de d'un peu quel est l'impact de ce changement de paradigme passant de l'économie industrielle vers l'économie d'innovation. Qu'est-ce qui s'est passé en tout ce qui est entreprise, stratégie, marché. Euh, Comment s'est changé notre appréhension par rapport à ces différents points qui concernent le monde des affaires et l'entreprise de façon générale. Alors, quels sont un peu les changements qui vont s'opérer au niveau de notre appréciation? Et là, dans ce tableau, j'ai un peu résumé ces changements. Donc, à chaque fois, je vais parler d'un aspect, l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, le marché, le contrôle de l'entreprise de façon générale, sa performance, le management et les process. Donc à chaque fois, je vais voir comment on appréhendait ces points quand on était dans une économie dite industrielle. Maintenant, avec le passage à l'économie d'innovation, comment on va aujourd'hui appréhender ces choses? Qu'est-ce que ça va nous dire? Qu'est-ce que ça va signifier quand on va passer à cette économie d'innovation? Eh bien, dans un premier lieu, comment on appréhendait l'entreprise dans l'économie industrielle? Bien, à travers les différents travaux classiques en management et en théorie d'organisation, des chercheurs qui travaillaient dans cette vision du monde, bien, du monde des affaires qui est l'économie industrielle. Bien, on considérait l'entreprise essentiellement comme étant un système, mais un système assez simple. C'est un système, au pire des cas, c'est un système compliqué. Ce n'est pas un système complexe, mais c'est un système compliqué au pire des cas, hein. Donc, on considère l'entreprise comme étant un système relativement figé. C'est vrai qu'il y a des outputs, il y a des inputs aussi, mais c'est un système qui est très stationnaire, très figé dans le temps et qui est mécanisé. C'est un système, on va dire, qui est mécanisé. Alors, c'est quoi la différence avec notre appréhension aujourd'hui de l'entreprise? Eh bien, c'est tout à fait différent. Maintenant, on ne considère plus l'entreprise comme étant un système mécanisé, mais c'est un système complexe. Quelle différence? Un système complexe, c'est un système, j'allais dire, vivant, hein, entre guillemets. C'est un système carrément vivant. C'est un système qui va obéir, qui a un comportement. L'entreprise, maintenant, elle a un comportement dédié à elle-même. L'entreprise, c'est vrai, elle est composée de différents départements, elle est composée de différents acteurs qui sont actifs à l'intérieur de cette entreprise, mais le comportement de l'entreprise est supérieur au comportement des éléments qui la composent, hein. C'est un peu l'ABCD de la systémique et de la pensée complexe. Donc l'entreprise est supérieure aux éléments qui la composent. Si vous vous rappelez, on avait parlé de ça en cours et on avait parlé de la métaphore de l'atome, par exemple en chimie, de l'atome de l'eau. L'eau, il est composé de deux atomes d'hydrogène et une atome, pas atome, c'est ça, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Mais l'eau est tout à fait différente de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc vous avez l'émergence d'un troisième élément qui est tout à fait différent de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc vous avez cet élément d'émergence quand on parle de complexité et de systémique du complexe. Donc l'entreprise, ce n'est plus une juxtaposition de départements, de fonctions et d'acteurs qui vont travailler de façon séquentielle l'un après l'autre. Mais maintenant, l'entreprise, c'est un système carrément complexe qui a sa propre identité, qui a sa propre culture différente des personnes qui la composent, ainsi de suite. Donc c'est un organisme systémique et complexe. Donc maintenant, c'est un peu notre vision au niveau de l'économie d'innovation. En ce qui concerne la stratégie, bien la stratégie aussi, on peut réduire la stratégie comme étant, on peut dire que la stratégie, ce n'est que le comportement de l'entité qui est l'entreprise, hein. L'entreprise, elle va faire un comportement dans son environnement, et bien son comportement, ce n'est rien d'autre que la stratégie. Eh bien, comment on appréhendait la stratégie dans l'économie industrielle et comment on va l'appréhender dorénavant au niveau de l'économie d'innovation? Quelle différence? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au niveau de l'économie industrielle, les travaux que vous allez voir, notamment celles de Porter, de Chandler, de pas mal d'auteurs, on va dire, c'est les auteurs classiques du management stratégique de façon générale,
Pour eux, la stratégie, c'est essentiellement de la planification. Une entreprise qui va faire de la stratégie, c'est une entreprise qui va planifier son comportement futur, qui va planifier ses objectifs, ses budgets, ses manœuvres au niveau de son environnement et de son marché, des choses comme ça. Donc, c'est essentiellement de la planification. On va voir par la suite que ce n'est pas le cas au niveau de l'économie de l'innovation. Les entreprises qui vont se revendiquer dans l'économie d'innovation, c'est pas comme ça qu'ils vont appréhender leur stratégie. Ce n'est pas de la simple planification. Ce n'est pas, ce n'est pas un comportement pensé à l'avance et après exécuté. Non, c'est pas cela. Je reviens à l'économie industrielle. Donc, première étape ici, je reviens à l'état initial de la stratégie. Eh bien, c'était essentiellement de la stratégie d'adaptation. C'est ce qu'on appelle en anglais fit strategy. Donc, c'est une stratégie d'adaptation. L'entreprise va essayer au maximum de s'adapter avec son environnement, de trouver le marché qui est le plus en phase avec ses ressources et ses compétences. Elle va trouver aussi la niche dans le marché où elle peut maximiser sa rente. Donc, il s'agit essentiellement de voir l'entreprise de quoi elle est capable et comment elle va s'adapter. Vous avez pas mal d'instruments en stratégie ou bien d'artefacts instrumentaux qu'on utilise en stratégie, comme notamment la matrice de SWOT ou bien les 5 forces de porteur ou bien par exemple aussi même les matrices du portefeuille stratégique d'activité comme celle du BCG ou Arthur Dolittle. Donc le paradigme dans lequel s'inscrit ce type d'instrument, c'est le paradigme de la fit stratégie. Donc au niveau de l'outil SWOT, je vais voir c'est quoi mes points forts et je vais choisir un peu les opportunités, je vais vers les opportunités que m'offre l'environnement et je vais essayer de faire le lien ou bien la connexion entre mes points forts et les opportunités de marché. Donc, il s'agit d'aller vers des opportunités et d'éviter des menaces. Donc, c'est une sorte d'adaptation stratégique par rapport à l'environnement. C'est essentiellement aussi une réflexion stratégique caractérisée par le rationalisme. Donc, on va considérer que l'acteur détient l'information nécessaire et qu'il est totalement rationnel. Hein. C'est un acteur qui va essayer de faire de la réflexion rationnelle et pourra la faire de façon à aller vers les choix pertinents. Par la suite, on va voir que c'est pas tout à fait le modus operandi de la stratégie au niveau de l'économie d'innovation. Euh, on va parler de ressources et compétences dans l'économie industrielle, mais on va les appréhender sous une approche stock. Hein. On va considérer l'approche stock. On va considérer que l'entreprise a des ressources et des compétences, mais c'est le stock de ces ressources et compétences qui va déterminer de façon, j'allais dire, linéaire la performance de cette entreprise. Hein. De façon linéaire, la performance de ces entreprises. Plus l'entreprise a un stock conséquent de ressources et de compétences, plus cette entreprise a de la chance à être performante dans son marché. Maintenant, comment on va appréhender la stratégie toujours dans une économie d'innovation? Bien, tout à l'heure, on avait parlé de planification stratégique. Maintenant, on va parler beaucoup plus de stratégie émergente. Vous vous rappelez, on a 2 types de stratégies. On avait parlé de ça aussi. La stratégie délibérée et la stratégie émergente. Au niveau de l'économie d'innovation, on va beaucoup plus aller vers cette conception d'émergence de la stratégie émergente. Et bien entendu, ça va rejoindre l'idée tout à l'heure parce que l'entreprise est un système complexe. Le système complexe se caractérise essentiellement par cette idée de l'émergent, de l'émergence et de tout ce qui est réalisé chemin faisant. Donc, je ne vais pas raisonner à l'avance et passer à l'exécution fidèle de ce que j'ai planifié à l'avance, mais je vais aller dans le chemin d'évolution de mon travail et au fur et à mesure, il y a des éléments qui vont remonter et des éléments qui vont émerger et qui vont faire une grosse partie de ce qui va être exécuté par la suite.
Donc, c'est beaucoup plus une stratégie émergente. Ici, on avait parlé de planification. Donc, par opposition, on va parler de stratégie émergente. On aura un faible formalisme. On aura, par la force des choses, on aura un faible formalisme dans notre réflexion stratégique. C'est-à-dire que dans la stratégie délibérée, je vais formaliser la chose et passer à l'exécution fidèle à ce que j'ai formalisé au début. Formaliser, c'est-à-dire mettre noir sur blanc, mettre des canevas de travail, donc la formalisation du travail. Mais maintenant, dans l'économie d'innovation, j'aurai beaucoup moins de formalisme, bien entendu, et c'est tout à fait logique, afin d'avoir une marge de manœuvre large et la possibilité de prendre en compte les éléments qui émergent. Donc, plus je vais faire attention à ce qui va émerger chemin faisant, moins je vais formaliser. Parce que le formalisme va tuer quelque part l'innovation. Hein. L'excès de formalisme tue l'innovation. Et puisque moi, je suis dans une configuration d'innovation, donc je vais beaucoup plus intégrer dans mon comportement des facteurs qui vont me permettre d'être créatif. Dans le management de façon générale moderne des entreprises, vous allez voir tout un éventail, énormément de pratiques de gestion qui vont maîtriser le formalisme, bien le réduire le formalisme, de façon à favoriser la créativité et l'innovation. Troisième point, toujours, je parle de stratégie. Tout à l'heure, on avait parlé de stock de ressources qui vont déterminer l'innovation. Maintenant, on va parler de capacité et innovation. Pardon, on parlait de stock de ressources qui va déterminer la performance. Maintenant, on va parler de capacité et innovation. C'est-à-dire que l'avantage stratégique ne réside plus dans le stock de ressources détenu par les entreprises. On a parlé de ça aussi en cours. Donc, c'est pas le stock et la quantité de ressources qui va déterminer ma réussite, mais comment je vais gérer ces ressources, comment je pourrais être créatif en manipulant ces ressources. Et on parle de capacité. Capacité de reconfiguration de ressources, par exemple. Vous avez différents types de capacités. Les capacités d'apprentissage organisationnel. On parle d'apprentissage organisationnel. L'entreprise, jusqu'à quel degré elle est capable d'apprendre des expériences antérieures. Comment elle peut faire en sorte de reconfigurer les ressources qu'elle a, de les utiliser de façon différente afin d'innover, afin de créer de l'ambiguïté dans son marché par rapport à sa concurrence. Donc, toujours l'entreprise va créer de l'ambiguïté par rapport à ses concurrents et va essayer de créer une sorte d'ambiguïté, un avantage stratégique qui n'est pas benchmarkable, si on peut dire. Dans les entreprises, elles ne pourront pas benchmarker sur ce que je fais puisque moi, je suis dans une logique de reconfiguration des ressources. Donc, toujours, j'essaie de manier ou manipuler mes ressources de façon différente. Le point suivant, c'est le marché lui-même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au marché? De quoi on est passé vers quoi? Bien, tout simplement, c'est très simple en fait. Premièrement, on est passé d'un marché très local, pardon, très localisé géographiquement, très limité par, bien entendu, par les frontières de chaque pays, par les conglomérations qui étaient essentiellement des conglomérations régionales, le marché européen, le marché nord-africain, et ainsi de suite. Mais maintenant, on est passé vers une globalisation des marchés. Ça, on avait parlé de ça à plusieurs reprises. On est passé vers une très forte globalisation du marché, grâce, bien entendu, à la perfectionnement de la chaîne logistique mondiale. Mais ce qui caractérise les marchés, la transformation des marchés, c'est essentiellement qu'on est passé d'un sorte de marché ou bien d'industrie qui était statique vers des marchés qui sont beaucoup plus dynamiques. En d'autres termes, ça veut dire que les règles du jeu dans les différentes industries et dans les différents marchés, avant, ils se changeaient, mais de façon très ponctuelle dans le temps et à travers des phases avec une grande distance pour passer d'une phase à une autre. Mais maintenant, les phases de changement des industries et des marchés sont tellement fréquentes et tellement rapides qu'on a l'impression maintenant que les marchés
devient en perpétuel changement, ou bien ils sont inscrits maintenant dans des dynamiques de changement extrêmement rapides. Avant, alors, je dis n'importe quoi, par exemple dans l'industrie informatique, même si l'industrie informatique, c'est une industrie type de tout ce qui est économie d'innovation. Prenons par exemple le marché de voitures. Alors, les marchés, la différence qui existe entre des voitures modèle 2010 et des modèles 2020, la différence est tellement importante qu'on a l'impression qu'on est face à catégoriquement des produits de très grande nature, de très grande différence de nature. Vous avez maintenant, chaque année, vous avez de nouveaux concepts qui émergent, de nouveaux types de services ou bien d'options voitures beaucoup plus performantes. On a la voiture électrique qui émerge maintenant et qui grignote des parts de marché de plus en plus importantes sur le marché, de l'innovation en termes de stockage d'énergie électrique qui sont très rapides en termes d'évolution. Vous avez maintenant des voitures autonomes qui se guident d'elles-mêmes avec tout ce qui est technologie chez Tesla ou bien chez Google, et ainsi de suite. Donc, l'évolution de la technologie est tellement rapide, mais avant, si vous prenez la voiture de 1930 et les voitures de 1980, bah, la différence, c'était pas vraiment une différence essentielle, c'est juste un peu de perfectionnement tout ce qui est moteur engin. Mais là, tout ce que je veux dire avec ça, c'est que la rapidité de changement de technologie devient tellement rapide dans les différents marchés, les différentes technologies. Vous avez à chaque moment des concepts et des produits nouveaux qui vont émerger et qui vont un peu bouleverser les règles du jeu dans le marché. Maintenant, je passe au contrôle de l'organisation. Alors, l'organisation, bien entendu, comme vous le savez, il y a des mécanismes de contrôle, la hiérarchie, la coordination des tâches, la communication interne, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en termes de contrôle d'organisation quand on est passé au paradigme de l'économie d'innovation? Eh bien, essentiellement, c'est qu'on est passé de la logique hiérarchique vers une logique beaucoup plus aplatie. Et ce qui va dicter ce changement, c'est essentiellement la volonté d'aller vers de l'innovation. Alors bref, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de passer d'une configuration de logique hiérarchique vers une logique beaucoup plus horizontale, comme je viens de dire. Et le souci derrière, c'est l'innovation. L'innovation est dans le centre de la nouvelle logique de contrôle des entreprises et des organisations, c'est-à-dire que l'entreprise va mettre comme premier objectif sa capacité de créativité, sa capacité d'innovation, et le partage d'informations entre les différents collaborateurs. L'information doit être le plus disponible possible pour aller vers ce qu'on appelle de l'open innovation. Donc le souci central, c'est d'aller vers plus de créativité. Bien entendu, qui parle d'innovation et de créativité, parle aussi de flexibilité de l'organisation, de la structure organisationnelle, mais aussi de moins de hiérarchie. Parce que plus on va vers la logique hiérarchique, moins on aura de la flexibilité dans l'organisation. Plus l'entreprise aussi travaille dans un secteur d'activité ou dans un métier qui nécessite des compétences supérieures, moins on va avoir une structure hiérarchique prononcée et vice-versa. Donc, plus on va vers l'économie d'innovation, on va vers des secteurs d'activité qui sont beaucoup plus des secteurs avec une très forte valeur ajoutée, avec des collaborateurs qui sont des hauts potentiels avec un savoir très évolué. C'est essentiellement de la création, de l'ingénierie de logiciels, c'est de la créativité, c'est de l'innovation. Donc, on va essayer d'aller vers des logiques de travail beaucoup plus open, beaucoup plus participatif, beaucoup plus, moins de division des tâches et de standardisation du travail, mais beaucoup plus de coordination
de la coordination volontariste entre les individus, une configuration, ce qu'on appelle une configuration missionnaire, si j'en fais référence au travail des configurations organisationnelles d'Henri Mintzberg. Donc la logique, grosso modo, du contrôle de l'organisation, c'est de laisser de côté un peu les logiques hiérarchiques de direction, d'organisation interne, et d'aller vers la méritocratie, donc la logique de supériorité au niveau de l'organisation, c'est parmi la méritocratie. Donc celui qui maîtrise beaucoup plus le métier sera supérieur à celui qui le maîtrise moins. C'est un peu ce qu'on va trouver dans les cabinets de conseil. Vous avez les consultants seniors, les consultants juniors, les associés dans les cabinets de conseil, ainsi de suite. Il ne s'agit pas de contrôle interne maintenant dans la logique de contrôle, mais il s'agit beaucoup plus de ce qu'on appelle, ce qu'on va dire, une mise en cohérence. Donc, on va essayer de nous organiser de façon très collaborative. On va essayer d'opter pour tout ce qui est apprentissage organisationnel et knowledge management, ce qu'on appelle le knowledge management. Donc, il faut plus travailler sur la diffusion de la connaissance dans l'organisation, parce que c'est comme ça qu'on va favoriser la créativité. Et bah voilà, c'est un peu ça la logique d'évolution au niveau du contrôle d'organisation. Je passe maintenant à la performance. C'est quoi la performance pour les entreprises qui sont dans l'économie industrielle, mais c'est quoi aussi la performance pour les entreprises qui sont dans une économie d'innovation? Bien, la performance en économie industrielle, c'était beaucoup plus une performance avec une logique quantitative, hein. C'est beaucoup plus une performance financière. Et l'enjeu, c'était quoi l'enjeu principal? L'enjeu principal, c'était la maximisation de la valeur financière des actionnaires, des shareholders. Donc, l'entreprise ou bien le principal, ce qu'on appelle l'agent, si je fais référence à la théorie d'agence, donc vous avez le principal, c'est les actionnaires ou bien les propriétaires d'entreprise, et vous avez aussi l'agent, c'est le directeur général, ceux qui vont gérer l'entreprise en interne. Bien, la mission principale de l'agent, c'est de maximiser la valeur financière et pécuniaire pour les shareholders. Donc, c'était une logique purement financière, pécuniaire, quantitativiste. Maintenant, la logique au niveau de l'économie d'innovation, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il s'agit maintenant à une maximisation de la valeur, pas au sens financier pécunier, mais au sens valeur, au sens stakeholder, c'est-à-dire pour toutes les parties prenantes de l'entreprise. Les actionnaires maintenant ou les shareholders ne sont qu'une partie prenante parmi d'autres par rapport à l'entreprise. Cette entreprise maintenant a une mission beaucoup plus complexe, c'est de satisfaire les attentes des différentes parties prenantes que nous avons dans la nouvelle conception. Donc, vous avez la collectivité locale, la collectivité ou bien la communauté dans laquelle l'entreprise est insérée, la communauté sociale, sociale et économique aussi dans laquelle l'entreprise est insérée, les salariés, les parties prenantes que vous connaissez, les fournisseurs, le client aussi. Donc l'entreprise, elle est beaucoup plus dans une logique de développement durable, c'est-à-dire qu'il doit montrer à ses parties prenantes qu'elle va créer de la valeur pour les actionnaires tout en gardant cette notion de développement durable aux autres parties prenantes. Donc tout le monde va avoir de l'intérêt grâce au travail de cette entreprise. Donc je passe d'une logique de shareholders à une logique de stakeholders. Point suivant, c'est la partie sur le management. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau du management? Alors, management, au début, la partie économie industrielle, c'est le management classique que vous connaissez très bien. C'est la maximisation de la productivité, c'est la logique administrative du management et du contrôle, c'est la séparation des tâches et après la coordination des tâches, la spécialisation, la standardisation. C'est un peu tous les éléments du management général que vous connaissez de coordination et de division du travail. Et en fait, ici, vous avez les ressources management humaines
qui sont là, qui sont présentes, mais qui n'ont pas vraiment cette importance prépondérante que nous allons retrouver dans l'économie d'innovation. Et c'est beaucoup plus un management orienté contrôle de gestion, contrôle gestion de productivité, gestion de la chaîne logistique en interne de l'entreprise. C'est un peu ces logiques d'optimisation du travail et de maximisation de la productivité avec réduction des coûts. C'est un peu ça la logique centrale du management en général en organisation. Mais après, on va passer à une logique de management général un peu plus moderne, beaucoup plus, toujours beaucoup plus performante. Et cette fois-ci, il sera un souci de qualité beaucoup plus que quantité. C'est beaucoup plus un souci de qualité parce que c'est quelque chose qui est, comme on avait dit, dicté par les conditions marketing qui vont s'instaurer dans l'économie d'innovation et la prépondérance du client. Le souci central ici, c'est pas l'optimisation du travail, réduction des coûts, mais c'est la génération des idées en interne. Les entreprises maintenant ont cette problématique centrale d'avoir de nouvelles idées parce que le marché est en perpétuel changement. On a besoin de suivre, voire de faire un peu de la stratégie de rupture et essayer quelque part de faire aussi de l'initiative et générer de nouveaux concepts, lancer de nouveaux produits, faire les choses de façon différente afin de pouvoir un peu suivre le rythme de l'innovation existant sur le marché. Donc, la problématique centrale, c'est générer de nouvelles idées. Vous allez voir un peu que, on va constater un peu que la gestion de ressources humaines va dépasser cette logique strictement administrative et on va y aller vers une logique de développement. J'avais dit tout à l'heure que c'est vrai que le management des ressources humaines est présent depuis pratiquement 3 décennies dans l'entreprise, même à l'époque de l'économie industrielle, mais c'était beaucoup plus une sorte de gestion de ressources humaines orientée au niveau administratif. C'est un peu un travail que vous avez, le comptable aussi peut faire la même chose. Donc c'est pour cela que dans les entreprises, vous avez des comptables qui font aussi de la GRH, entre guillemets, mais c'est de la GRH administratif, droit de travail, recrutement, licenciement, élaboration des contrats de travail, la gestion de la paie, tout ce qui est gestion des avertissements, des mises à pied, des choses comme ça, c'est de l'administratif. Maintenant, quand on passe à l'économie d'innovation, nous avons un peu plus la montée de tout ce qui est développement, c'est-à-dire la gestion de carrière maintenant. Maintenant, on va gérer la carrière des collaborateurs en interne et on va faire des stratégies de gestion de carrière de telle façon à ce que les compétences internes, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'hémorragie de compétences et que les compétences qui se sont développées en interne d'entreprise quittent l'entreprise et que aussi ces compétences qui sont en interne puissent avoir le poste adéquat en fonction de leur niveau de maturité, en fonction de leur performance, parce qu'ils vont vivre toute une courbe d'expérience tout au long de leur présence en entreprise. On va retrouver aussi des choses comme la gestion du haut potentiel. On ne gère pas un ingénieur en développement des algorithmes ou en développement des logiciels de la même façon je sais pas, de la même façon qu'un quelqu'un qui est beaucoup moins qualifié dans l'entreprise. On a besoin de gens, des gens qui sont hautement qualifiés, qui ont la capacité d'innover, qui ont la capacité de faire avoir des compétences comme carrément de l'imagination. On a besoin des gens qui vont imaginer. Vous avez des pratiques de management comme des pratiques de management général dans des entreprises, comme ce qu'on appelle un peu les open space, des espaces de travail open, afin qu'il y ait un maximum d'interaction entre les collaborateurs et qu'on puisse avoir l'émergence de nouvelles idées. Vous pouvez faire des recherches sur les open space dans des entreprises comme Google ou comme Tesla, comme Microsoft, dans des entreprises qui font appel à beaucoup de connaissances et de compétences individuelles. Vous avez maintenant, carrément, ce sont des espaces de vie et en même temps des espaces de travail avec beaucoup de,
beaucoup de place pour se reposer, pour faire des brainstorming ouverts, ainsi de suite. Donc, ce sont des pratiques de management qui vont favoriser l'interaction entre les collaborateurs avec moins de hiérarchie, plus de coordination spontanée, moins de supervision directe. Voilà, ce sont des choses comme ça. Et je passe maintenant à la partie des process. Le dernier point qui est celui des processus et des process à l'intérieur de l'entreprise, c'est toujours la même logique. On va retrouver toujours le passage d'une logique linéaire à une logique complexe d'émergence. Donc, qui parle de logique de linéarité, c'est par opposition ici à la logique d'émergence et la logique complexe. Donc, en ce qui concerne les processus de travail dans une entreprise traditionnelle, classique, c'est-à-dire entreprise qui se réfère à l'économie industrielle, on a toujours cette logique de mécanisation formelle. Les process sont extrêmement linéaires, extrêmement directifs, avec une forte séparation des tâches et avec un fort formalisme. Et j'ai mis ici macro to micro, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on va essayer de faire une architecture des process à l'avance au niveau top management de l'entreprise, au niveau macro, et on va chercher les déclinaisons de cette architecture globale sur les différents niveaux de l'entreprise. Donc, on va partir du macro vers le micro. Bien, quand on passe à l'économie d'innovation, dans cette logique, il va connaître un bouleversement. Donc, on va passer du micro vers le macro. Maintenant, vous avez le top management, vous avez la pointe de la pyramide à la base. Au début, c'est-à-dire dans l'économie industrielle, c'est la pointe de la pyramide qui connaît tout et la base ne connaît rien. C'est à la première de dicter ce qui va y arriver à la deuxième. Mais maintenant, dans l'économie d'innovation, ce n'est plus la même chose. Je ne veux pas dire que c'est la base qui va dicter ce qui va y arriver, mais l'élément essentiel de cette architecture va émerger de la base. Donc, c'est la base opérationnelle qui va in situ, c'est-à-dire chacun à sa place, qui va trouver des façons de travailler, des façons de faire, de telle façon à faire remonter des solutions et des idées au top management. Donc, ça sera entre guillemets une logique d'émergence. Et ce que vous connaissez tous, c'est un peu la logique d'un management extrêmement participatif. Même au niveau stratégique, on a des entreprises qui vont innover de certaines façons de travailler, de façon à ce qu'ils vont faire participer la base opérationnelle, même au niveau stratégique. Et le top management ne va faire que la synthèse des propositions qui vont émerger. Donc, c'est micro to macro. Donc, cette fois, c'est la base opérationnelle qui va contribuer essentiellement à cela. Donc, cette dernière idée, on va la voir beaucoup plus en détail juste dans le point qui va suivre. Et c'est le point sur lequel on va traiter un peu le business model. Hein. Qu'est-ce qui va se passer maintenant au niveau business model de façon générale en économie d'innovation? Là, on a parlé de choses comme la stratégie de l'entreprise, le management, la performance, des choses comme ça. Là, je vais passer au business model de façon générale. Alors, quels sont les bouleversements qui vont s'opérer au niveau business model quand on est passé à l'économie d'innovation? Alors là, dans ce premier diapo sur le business model, ça c'est le business model traditionnel qu'on connaît tous au niveau de l'économie industrielle. Et là, le triangle que vous avez là, c'est un peu les différentes parties du business model. Hein. Donc on a ici 4 parties du business model traditionnel, et plus la partie est grande, comme ici. Donc ça c'est la partie la plus grande. C'est la partie, la taille de la partie est proportionnelle avec l'importance du facteur dans le business model. Par exemple, ici, j'ai la partie la plus grande, c'est le capital physique. C'est le capital physique, c'est le droit de propriété et de production, par exemple. Donc, cette partie, dans le business model traditionnel, c'est la partie la plus importante dans le business model. C'est un peu la partie qui va contribuer le plus dans le processus de génération de valeur dans un business model traditionnel. Vous avez par exemple des entreprises comme des entreprises, par exemple, des entreprises type
de l'économie industrielle, comme une entreprise de textile par exemple classique, une entreprise de construction classique. Donc là, c'est le capital physique qui va déterminer un peu le facteur de réussite, ou bien qui va déterminer un peu le business model de cette entreprise. Juste après, la chose qui va contribuer en deuxième lieu après le capital physique, c'est pardon, c'est le capital working. Le working capital, c'est le capital travail. C'est le capital travail, il va contribuer dans un deuxième temps. C'est la main-d'œuvre, la quantité de temps consommé dans le travail, etc. Et après, on a le capital humain et finalement le brand capital. Donc ici, c'est le capital humain. Et finalement, le capital marque de l'entreprise, il va contribuer dans le business model, mais à moindre mesure. Hein, à moindre mesure. Ici, on a mis seldom what we make. Donc, on va lui vendre ce qu'on produit. On va vendre au marché tout simplement ce qu'on produit sans faire un effort sur les vrais besoins spécifiques de notre marché. Donc, je récapitule très rapidement. Donc, dans un premier lieu, on a le capital physique. C'est lui qui contribue le plus dans le business model traditionnel. Deuxièmement, c'est le working capital. Human capital en troisième lieu. Et le capital humain, il va faire un focus sur la force de production, bien entendu, la force de production. Et finalement, le capital marque, et on va s'orienter essentiellement sur ce qu'on fait à l'avance, sans faire d'efforts de remise en question de ce qu'on produit. Donc, ce qu'on produit, on le vend tel qu'il est. Donc, ça, c'est un peu les grands traits du business model traditionnel de l'économie industrielle. Par la suite, maintenant, je vais passer au deuxième modèle du business model relatif à l'économie d'innovation. On va voir qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les différences entre les deux. Alors, en ce qui concerne le deuxième business model relatif à l'économie d'innovation, c'est quelque part un inversement des choses. C'est le triangle qu'on aura maintenant ici à droite. C'est le business model de l'économie d'innovation. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici, tout simplement? C'est que l'ordre d'importance des différents éléments, le capital physique, le capital travail, capital humain et capital marque, alors l'ordre d'importance de ces éléments va tout simplement s'inverser. Alors, ce qui était le plus important dans le business model industriel va devenir le moins important dans le business model d'économie d'innovation, bien d'économie de savoir. Alors, respectivement, on a ici le capital physique, il était extrêmement important dans le premier modèle. Maintenant, c'est le moins important parce que c'est la petite partie ici. Donc, le capital physique dans les nouvelles entreprises ou les entreprises d'innovation, c'est la chose la moins importante dans leur business model. Et ça se voit. Ça se voit. Vous prenez par exemple une entreprise comme Amazon ou Alibaba. Alors, ce sont des entreprises avec carrément très peu de capital physique. Hein. Très peu de capital physique. Ce sont des entreprises de distribution, de commerce, de e-commerce, mais avec très peu de capital physique. Alors, essentiellement, ce sont des entreprises qui vont faire beaucoup de sous-traitance, d'externalisation, beaucoup de sous-traitance. Contrairement à la logique du business model traditionnel, ce sont des entreprises qui vont internaliser les fonctions de production. Du coup, ils vont énormément investir dans le capital physique, dans les chaînes de production, dans les locaux, dans les usines, dans les machines, et ainsi de suite. Alors maintenant, le capital physique, c'est la chose la moins importante. La même logique qu'avec le capital travail. Alors, traditionnellement, il était moyennement important. Le capital travail, maintenant, c'est low, très peu important, très peu important aussi. Et on va essayer d'aller directement on va s'orienter essentiellement vers la livraison directe à la clientèle. On va plus passer par les intermédiaires de la livraison. On va essayer d'aller directement à la livraison directe au client final, au consommateur final. Ça se voit aussi, c'est la tendance un peu, c'est très peu fréquent au Maroc, c'est pas encore suffisamment visible au Maroc, mais c'est la tendance maintenant dans le secteur d'activité des voitures, par exemple. Maintenant que vous avez les constructeurs de voitures
qui font recours de moins en moins aux intermédiaires de distribution, ou bien ce qu'on appelle les concessionnaires, qui vont essayer de faire de la distribution eux-mêmes. Et cette partie-là va devenir la deuxième partie la plus importante dans le business model, c'est la distribution directe vers le client. Le capital humain était pas très important dans le business model classique, mais maintenant il devient de plus en plus important, puisqu'il s'agit essentiellement d'aller vers de l'innovation, de la créativité. Donc, je vais mettre le capital humain au centre de mon business model de façon à le valoriser, à pouvoir en tirer un maximum, le maximum possible. Donc, le capital humain va devenir beaucoup plus important. Et finalement, c'est le capital marque. Et le capital marque maintenant, c'est le plus important dans l'économie d'innovation. Maintenant, l'économie d'innovation, c'est des business models avec, d'où l'importance du marketing et du marketing stratégique et opérationnel aussi. Le marketing va devenir une discipline extrêmement importante, une pratique extrêmement importante dans ce type d'entreprise afin de mettre au centre de notre business model la marque d'entreprise. Parce que la marque d'entreprise va faire un peu, va constituer un peu, j'allais dire, jusqu'à la moitié de l'avantage stratégique de ces entreprises. Et vous allez voir maintenant, je prends n'importe quoi, par exemple, secteur d'activité de voiture, et c'est un exemple, un secteur d'activité qu'on va prendre pour exemple dans la suite de notre cours, dans le secteur d'activité de constructeur d'automobiles, il s'agit essentiellement de marques. Si vous prenez des entreprises maintenant comme Jeep, comme par exemple Aston Martin, comme Mini Cooper, etc. Bon, Jeep, il est détenu par Fiat, c'est le savoir-faire Fiat, c'est l'échelle logistique Fiat, c'est l'engin Fiat, tout ça, la partie concrète du travail, capital physique et working capital, ça, il est détenu à l'avance par Fiat. Mais l'avantage stratégique de Jeep, c'est sa capitale marque. Les gens, ils vont aller vers Jeep parce qu'il y a une image de marque assez forte, pas parce que c'est bien fait, pas parce que, mais parce que c'est beaucoup plus le capital marque derrière. Généralement, dans le secteur d'activité de voiture, c'est un secteur de constructeur de voitures, c'est un secteur d'activité qui est de plus en plus concentré et filialisé. Vous avez de moins en moins de maisons de voitures, puisque vous avez par exemple l'entreprise Volkswagen qui détient, j'allais dire, une dizaine de marques. Il détient Audi, il détient Volkswagen, il détient aussi la marque, pas mal de marques, mais l'essentiel, j'ai oublié les marques de voitures qu'elle détient, mais l'essentiel, c'est que on va beaucoup plus, l'enjeu est beaucoup plus joué au niveau marque. Je vais passer à ça beaucoup plus en détail par la suite, dans la suite du cours. L'essentiel, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la logique s'inverse au niveau du business model de l'économie d'innovation, et ce qui était important va le devenir de moins en moins, ce qui était moins important, il va gagner en importance dans l'économie d'innovation. Et la logique générale, c'est qu'on va passer vers la dématérialisation du business model. Alors, l'immatériel va devenir beaucoup plus important dans le business model d'économie d'innovation.